ceux qui vont porter le changement, c'est vraiment nos managers. Bah oui, Donc, ce qu'on va appeler, nous, nos chefs des ventes. Et pour moi, il n'y a pas véritablement de difficulté outre mesure à partir du moment où on co-construit avec eux. Alors, je sais que la co-construction, c'est aussi un élément que vous travaillez beaucoup chez Albus, etc. Pas de souci. Dans la vraie vie, c'est difficile à faire. C'est des vrais chocs de culture. Mais c'est vraiment du test and learn. Il faut mettre les mains dedans. Et à un moment donné, pour moi, ma recommandation, en tout cas, voilà, vas-y. c'est vraiment d'inclure ces chefs des ventes-là qui vont, eux, porter le changement, qui vont porter ce sens-là. Ah ouais. Je suis qui pas vont sûr. expliquer pourquoi la vente se fait différemment. Et qui vont surtout dire, parce que là, on part sur vraiment la gestion du changement. Voilà, je veux dire, les gens résistent pas, au changement en tant que tel, ils résistent à la façon dont il est amené. Donc ils disent, voilà, je vais perdre ça, qu'est-ce que je vais comme compensation? Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Franck Hilpert de VGRF, donc Volkswagen Group Retail France. On va parler de la modification du management des équipes de vente et vous allez voir, on va énormément parler de managers, beaucoup plus que de vendeurs, du sens qu'il faut leur donner dans les transformations qui ont lieu actuellement, de la façon dont il faut co-construire l'avenir avec eux pour les impliquer et leur permettre de passer une période qui peut être difficile. Salut Franck. Salut Patrick. Merci d'être venu jusqu'à moi. Bon, c'est un plaisir, écoute. Ben ouais, on se connaît depuis combien de temps? Nous, on a fait un an et demi, 2 ans? Je dirais 1 an et demi, oui, et je dirais dans le vrai, puisque c'est le thème de ton émission. Ouais, c'est à peu près ça. On fait des concours de bavardage tous les deux, hein, généralement, c'est-à-dire que on est bavard. Ça peut m'arriver. Donc pour ceux qui démarrent la vidéo, vous en avez pour 4 heures, je pense. Voilà, mais vous pouvez mettre 50 balles sur moi pour savoir qui, effectivement, sera plus bavard que l'autre. Plus bavard que l'autre, exactement. Ouais, je pense que je vais perdre pour une fois. Franck, tu travailles dans une boîte qui s'appelle Volkswagen Group. Retail France. Ouais. Voilà, donc Volkswagen, tout le monde connaît. Ouais. Ça consiste en quoi cette boîte en gros? On distribue finalement les autos que notre grande maison Volkswagen nous fabrique et par extension, nous allons distribuer les services de mobilité. En gros, le concessionnaire du coin, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Volkswagen Utilitaire, Porsche, Bentley, j'en passe et des meilleurs, c'est effectivement globalement nous, avec 90 points de vente dans toute la France. Ok, donc un gros distributeur des produits du groupe Volkswagen. Le premier. T'as fait, le premier, voilà, le premier en France en tout cas. Toi, tu y es depuis combien de temps dans cette boîte? Alors moi, j'y suis depuis à peu près entre 5 et 6 ans, les 5 ans et demi, on va dire, voilà. Et t'étais chez Renault avant, si mes souvenirs sont bons. Et non, PSA. Donc c'était effectivement, PSA. mais c'est pas grave, c'était chez Citroën pour. Ah oui, Citroën, exact, Voilà. exact. Où ce côté d'innovation a été inculqué. Enfin bref, moi je suis un pur produit de l'automobile, puisque ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'automobile. Les fonctions de siège, de support, d'après-vente, développement réseau. J'ai aussi, bien sûr, ça peut-être ce qui va nous lier, encadrer des équipes commerciales. Donc j'étais chef des ventes, j'étais directeur de concession, j'étais directeur d'un pôle de concession et directeur d'une région. Voilà, et puis là, j'œuvre sur le territoire national pour le groupe VGRF pour, en gros, adapter cette entreprise aux enjeux d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le seul truc théorique qu'on va redire, hein, voilà. Les enjeux d'aujourd'hui. Non, mais qui sont énormes, évidemment, Bref. dans le domaine de l'automobile, avec ce qu'on connaît sur l'électrification et plein d'autres sujets. On va effectivement, ça, c'est une mission que tu as depuis pas longtemps, hein, la mission globale. Nous, on va beaucoup parler, notamment de cette expérience que tu as eue, donc, que tu appelles directeur de région. C'était en Lorraine, dont tu t'occupais. Donc, c'était juste pour qu'on ait une idée de la taille. La Lorraine, c'était combien de concessions, combien de personnes? Donc 12 concessions, 500 personnes, 320 millions de chiffres d'affaires à peu près, voilà. Donc et un comité de direction qu'on a créé, j'ai envie de dire de toutes pièces, puisque c'est une région qui a grossi très vite, et notamment qui a eu une opération d'extension, de croissance externe en janvier 2020, et je crois qu'en mars 2020 il y a eu un truc. Donc bref, finalement on a créé, on a été dans le chaos permanent, ce qui a aussi ce qui a beaucoup de vertus. Ouais, qui a permis de faire plein de Par changements. contre, faut être résistant, donc c'est très énergivore, mais en attendant, on fait des métiers de passion, c'est pour ça. Ah bah écoute, génial, tu vas nous en parler. Alors justement, moi, on va surtout s'attarder sur cette expérience-là, si tu veux bien. Ce qui m'intéresse, donc quand on s'est rencontrés, donc tu étais à ce poste-là. On était là, nous évidemment, pour parler de management, donc on a tout de suite parlé ensemble de management. Et je me rappelle en particulier d'un dîner où on a parlé de la rémunération des équipes commerciales, donc des vendeurs chez toi, mais des vendeurs plus généralement. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant de savoir comment ça évolué le management de ce genre de population-là. Tu fais un parallèle avec le marketing qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord le parallèle avec le marketing et puis ensuite on parlera plus de management directement? Là, aujourd'hui, pour faire simple, on ne peut pas prévoir l'avenir en faisant la projection de ce qui vient de se passer. Ouais, en marketing, on veut dire. Ouais. Mais, En dans tout, tous les rien, domaines. ouais. Donc, quelque part, la réflexion qu'on a sur nos organisations, ça veut dire leur constitution, les talents qui sont dedans, mais également la manière de les manager.
tombe sous le sens. C'est-à-dire que si on place ta question, qui est extrêmement intéressante, on parle déjà du fait que finalement ce poste de vendeur reste en l'état. C'est-à-dire que moi je suis déjà en train de figer une des parties du problème. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on commence à mettre les mains dedans pour regarder ce qui se passe. Donc effectivement dans l'automobile, alors je connais pas tous les métiers marchands, mais en tout cas dans l'automobile, il y a une très très grosse part de variables aujourd'hui, de manière historique, c'est-à-dire qu'un vendeur fait absolument son salaire par rapport à ses performances individuelles. Le parallèle que tu évoquais avec le marketing, c'est simple, nous sommes restés dans ce schéma-là. Avant, en parlant de marketing, on avait principalement du marketing transactionnel. En gros, on fait moins 3000 sur une Polo, très bien, venez, etc. etc. Okay. On a tous fait ça et on a été habitué quand on achète une bagnole à négocier avec son concessionnaire la reprise de l'ancienne, la prime sur la nouvelle, etc. Donc il y avait à peu près tout ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'était les autres métiers marchands étaient également modélisants là-dessus. Je veux dire, on achetait à l'époque une télé, machin, on regardait s'il y avait moins 30, moins 40, etc. Donc il y a toujours ça qui reste quand même quelque part dans la culture des équipes commerciales. Donc ça, c'est une première chose. Et on a peu à peu migré vers le marketing relationnel, qui est une évidence. Alors ok, c'est un peu de théorie, mais enfin, pour faire simple, il faut s'occuper de son client pour pouvoir lui revendre quelque chose. En fait, ce que tu veux dire, c'est que sur le marketing, on est passé le prix, principalement le prix, à maintenant, on va essayer vraiment d'adapter le produit, l'accompagnement du client pour lui vendre exactement le produit dont il a besoin. Alors, dans la phase d'achat, oui, mais pas que. C'est-à-dire que toute sa partie après-vente, toute sa partie comment est-ce qu'il vit avec sa voiture aujourd'hui, à un moment donné, si on est présent, je peux te garantir que naturellement, on fait la vente suivante. Et la vente suivante de quoi? La vente probablement d'une voiture, mais pas que. Ça peut être un contrat de service, ça peut être des services à mobilité, etc., etc. Bref, à partir du moment où on peut, avoir ce contact client, encapsuler cette expérience, bref, faire du marketing relationnel. Il y a des gens spécialistes là-dessus qui t'en diront beaucoup plus que moi. À la fin, alors pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est que ça a été une demande du marché aujourd'hui. Vraiment. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dire, tiens, faire un chèque à quelqu'un et puis le revoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui était à une époque, la grande époque des mandataires et compagnie, de dire, tiens, je l'achète au Danemark, je l'achète au je sais pas quoi. Ok, ça à un moment donné, ça a pas mis par terre complètement l'ensemble du réseau de distribution et pas que dans nos marques à nous, de manière générale. Bon. Oui, parce que les gens voulaient du relationnel. Oui, ils veulent ça. Ils veulent, en gros, pour faire simple, on veut. J'aime pas te dire il, parce que moi je suis consommateur dans d'autres domaines pareils. Quelque part, on veut la proximité de quelqu'un comme ce qu'on est en train de faire là, parce que c'est en vrai. Mais en même temps, la réactivité des produits d'aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, machin, etc., etc. Donc il y a toute cette continuité-là qui rend le problème forcément plus complexe. Alors pourquoi je suis allé jusque-là pour revenir sur la partie du management, c'est parce qu'effectivement, pendant une bonne vingtaine d'années, même avant, grosso modo, il y avait qu'un seul modèle de distribution automobile, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans la concession, tirer la veste du vendeur pour dire coucou, je voudrais une voiture, etc., etc. Et à un moment donné, on a complètement orienté tout sur la partie du prix, donc et par rapport au client, mais par rapport au vendeur aussi, en disant t'as une prime. Plus tu vends bien, plus grosse s'il y a moins de réduction, même des trucs comme ça. Voilà, ça s'appelle la marge restante, etc., etc. Mais bon, il y a eu et puis tout un tas de trucs s'est greffé dessus. Vendre le financement, vendre tout un tas de choses. Ce qui est très bien et ce qui nous a quelque part amené à avoir un certain type finalement de population dans nos équipes commerciales. Ceux qui avaient l'intelligence du système, qui décryptaient le système et qui disent ok, machin. Ok. Voilà. Des gens très agiles avec les règles du jeu, quoi. Voilà. Et par exemple, pour ceux qui nous regardent, c'est comme si vous dites voilà, je vais faire un investissement immobilier maintenant. Ok, vous allez regarder tous les critères avec, à votre époque, et peut-être c'est le cas aujourd'hui, de dire, moi, mon seul critère, éventuellement, c'est la rentabilité que je suis en train de faire. Donc, le pourcentage à la fin. Maintenant, pour ce même parallèle, ça fait deux parallèles, mais voilà, ce même parallèle, on va dire, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que, par exemple, mon immobilier est vert? Est-ce qu'il va consommer moins, etc. Il est peut-être moins rentable, mais moi, dans mon fort intérieur, c'est ça que je veux faire. Alors, pourquoi, dans cet exemple-là, on voit bien que le prix, finalement, peut perdre il existe toujours, mais c'est pas il existe toujours. Et le vrai parallèle, pourquoi le vrai parallèle avec le marketing, c'est que à un moment donné, ce qu'on a dû faire avec les clients, on est en train de se poser la question avec les vendeurs pour nos vendeurs, parce que à un moment donné, et c'est certainement le cas dans ta société, il y a un moment donné la question du sens. Et cette question du sens n'est pas juste en bas à droite, n'est pas dire tiens, tu vas gagner plus chez moi, etc. Ok, mais qui êtes-vous? Bref, donc tout ça, et tu l'as traité avec d'autres de tes invités dans ces émissions-là. Il y a un moment donné où on est contre le mur et on se dit on ne peut plus avoir que ce critère-là. Donc la nécessité de se poser la question vient aussi de là. Elle vient
du marché qui est modélisant pour notre relation aussi avec nos collaborateurs, qui dit bah oui, le prix, sous-entendu là, concrètement, le salaire n'est plus le seul élément. C'est plus aussi principal que ça. Non. C'est clair. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Donc voilà le parallèle. Si j'étais bien clair entre ce qui se passe dans le marketing avec les clients. Du coup, et avant que tu prolonges, donc c'est juste pour se dire. Donc on est bien, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble. C'est que je pense pas que ce soit spécifique à l'automobile. Je pense que l'automobile a beaucoup été un modèle justement de rémunération des vendeurs. Tu vas chez Darty, tu disais pour vendre une télé, on va avoir des modèles qui vont être très proches, etc., etc. En tout cas, moi, ce que je trouve qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que on est dans des modèles de commerce, y compris d'ailleurs avec le fait qu'on va vouloir vendre peut-être moins de produits pour des questions de redirection écologique et des choses comme ça. On est dans des modèles où on peut pas se permettre de continuer à ne payer nos vendeurs que par rapport au chiffre d'affaires qu'ils déclenchent. Oui, alors ça pose un problème aussi de qu'est-ce qu'on a créé comme population du fait qu'on est quelque part contraint notre modèle. Quel genre de vendeur on a, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, pour faire vraiment résumer, je pense qu'à un moment donné, on va en perdre. Parce que, je veux dire, on est très dans les équipes de foot en ce moment, mais un défenseur, c'est pas un attaquant. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, on a tellement voulu optimiser ce système-là que on a eu des spécialistes à outrance de ce genre de système de rémunération. Ouais, moi, je les appelle les chasseurs de primes. C'est pas très gentil à cause du parallèle avec les cow-boys, mais il y a un peu ce truc de je sais ce que je dois faire pour gagner de l'argent et je le fais bien. Mais t'as raison de le dire comme ça, mais la responsabilité ne vient pas aux vendeurs, il vient à ceux qui ont créé ce système-là. Ah bah bien sûr. Les chasseurs de primes, ils existent dans le Far West parce qu'on a un système judiciaire qui les encourage. Voilà. Donc on a fait ça. Voilà, il y a certainement des vendeurs automobiles qui vont peut-être voir cette vidéo, etc. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est essentiel. Oui, bien sûr. Déjà, c'est un métier qui est essentiel. La vraie question est de se dire comment est-ce qu'il peut être, déjà plus agréable pour le vendeur, parce qu'il y a aussi un côté urgence du moment quand même, parce que quand à un moment donné, on va faire dans les anciens systèmes 80% de ton salaire qui est en variable, tu réagis pas pareil. On va pas faire l'histoire de la pyramide de Maslow, de machin, de ce qu'on veut, mais à un moment donné, tu réagis pas pareil. Donc ça veut dire que tu te fermes un type de relation avec tes équipes du fait de cette structuration du système de rémunération. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ok, c'est très bien. Quels sont les facteurs exogènes qui vont quelque part catalyser notre réflexion ? Il y en a un qui est... alors ce qui est important dans le groupe VGRF que je représente, on a une vraie filiation avec le constructeur. Vous appartenez à Volkswagen. Donc notre actionnariat est celui quelque part qui construit les autos. Et j'ai envie de dire... Alors, il y en a qui peuvent dire, ouais, machin, c'est pas bien, etc. Enfin, je veux dire, c'est juste à un moment donné ceux qui vont réguler ce marché-là. Pourquoi j'en parle ? Ils ont eu, bien sûr, cette décision qui a consisté à dire, tiens, on va développer ce qu'on appelle un modèle agence. Donc, pour faire simple, un modèle agence, ça veut dire que, grosso modo, on va, à terme, maîtriser le prix de transaction finale d'une voiture ou d'une solution de mobilité, pour faire simple. Et à la limite, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est simple, on interroge quand même nos clients. Et nos clients, tu l'as dit vraiment en introduction, en disant oui, mais on est habitué à faire la tournée des Grands-Ducs de tous les concessionnaires et limite, tiens, je vais peut-être aller voir. Etc. Ce qu'il faut se dire, ok, c'est ce qu'on a créé. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que demain, quand tu as acheté sans faire de marque, mais si tu as acheté ton nouveau téléphone portable dans une optique, dans une boutique avec une espèce de pomme, machin, par exemple, est-ce que c'est le même prix à Bordeaux, à Lille, à Nancy ou à Paris ? La réponse est oui. En voiture, c'est pas le cas. Et en voiture, aujourd'hui, c'est pas le cas. Maintenant, sur une petite partie, par exemple les voitures électriques, je parle de l'ID3, je parle de la Cupra Born, etc. Maintenant, le loyer, il dit OK, c'est temps. Vous voulez moins, il y a moins de trucs dedans, pour faire simple. Et quelque part, on est sûr que, alors bien sûr, quand je suis habitué à faire que de la négo et qu'on me dit, OK, on te met un scotch sur ta calculatrice en disant, vas-y, maintenant, vas-y, je suis un peu embêté. Ouais, et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, et on va revenir sur cette histoire de sens, donc on a des vendeurs qu'on a créés comme ça, et comme qu'on peut rappeler les chasseurs de primes ou autres. Toi tu dis on va en perdre, moi je trouve ça logique. On va probablement perdre les meilleurs. En tout cas, parfois. Les meilleurs dans l'ancien système. Les meilleurs dans l'ancien système. En tout cas, ça peut faire peur, le jour où tu vois le gars qui démissionne, en fait, c'est celui qui te vend le plus de bagnoles aujourd'hui. Ça peut arriver. Puisque lui, il sent que le système est beaucoup moins adapté à son talent. Oui. Alors que peut-être ceux qui étaient un petit peu moins forts dans l'ancien système sont peut-être plus adaptés à ce que tu vas demander après. Parce que moi, ce que je trouve hyper intéressant, et pour moi, c'est beaucoup plus vaste que l'automobile, c'est de se dire, maintenant, je vais avoir des vendeurs qui donc doivent faire de plus en plus de relationnel. Ça veut dire que sur les contacts qu'ils vont avoir sur le terrain, proportionnellement, ils vont moins vendre. Enfin, ils vont faire moins de ventes en quantité, puisqu'ils vont plus avoir des moments de relation avec leurs clients. En tout cas, ils vont vendre un service, ils vont pas vendre un produit à chaque fois, etc., etc. On va pas se voir
tous les 10 ans. C'est ça que tu dis à peu près? Il y a un élément qui, je pense, est une mauvaise projection, si je peux me permettre, dans la contradiction. Il va en vendre moins, oui, mais pas à terme. Il va vendre moins peut-être dans les 6 prochains mois. Mais non, mais dans l'ancien monde, il va avoir l'impression de moins vendre peut-être. Voilà. Ouais. Mais dans l'ancien monde, on va dire, mais attends, qu'est-ce que t'as foutu ce mois-ci là? Attends, t'as vendu que 5 caisses alors que t'en faisais 15. Ouais, mais tout ce que j'ai quelque part semé, qui sont absolument nécessaires pour que ces gens-là, finalement, parce que je vendrai pas la caisse, on viendra me l'acheter. C'est quand même différent. C'est le coup de fil que tu auras de ton client en disant, au fait, justement, ma fille vient de passer le permis, qu'est-ce qui se passe, machin, ou alors on déménage, on veut plus grand, mon fils fait de la contrebasse, il me faut un grand truc, enfin bref. Et donc ça c'est typique de ce que doit être finalement le cercle vertueux. Alors là, je parle un peu comme un bouquin, mais il faut se donner les moyens que pendant ces 3-4 mois, j'ai une perturbation d'équipe, etc., etc. Et je veux revenir sur quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est que tout ça, tout ce qu'on est en train de raconter, on adresse directement le vendeur. Ceux qui vont porter le changement, c'est vraiment nos managers. Bah oui, donc ce qu'on va appeler nous nos chefs des ventes. Et pour moi, il n'y a pas véritablement de difficulté outre mesure à partir du moment où on co-construit avec eux. Alors je sais que la co-construction, c'est aussi un élément que vous travaillez beaucoup chez Albus, etc. Pas de souci. Dans la vraie vie, c'est difficile à faire. C'est des vrais chocs de culture, mais c'est vraiment du test and learn. Il faut mettre les mains dedans. Et à un moment donné, pour moi, ma recommandation, en tout cas, voilà, vas-y. C'est vraiment d'inclure ces chefs des ventes-là qui vont, eux, porter le changement, qui vont porter ce sens-là. Ah ouais. Je suis pas sûr. Expliquer pourquoi la vente se fait différemment. Et qui vont surtout dire, parce que là, on part sur vraiment la gestion du changement. Voilà, je veux dire, les gens résistent pas, au changement en tant que tel, ils résistent à la façon dont il est amené. Donc ils disent, voilà, je vais perdre ça, qu'est-ce que je vais comme compensation? J'avais peut-être un plaisir de dingue, parce que j'avais une espèce, on va dire, je sais pas moi, une relation vraiment de domination, de machin. J'avais l'impression d'exister parce que je maîtrisais bien que je faisais mes ventes et que j'avais une rémunération émotionnelle immédiate. Exactement. Parce que je dis, voilà, hop, il est passé un week-end, j'ai posé sur le papier tant de ventes. Donc il y a tout ça. Et je le vois sur ma fiche de paye directement. Les deux. Voilà. Mais c'est vrai que la fiche de paye, on la voit une fois par mois. Sauf qu'on va dans la concession tous les jours. Donc il y a tout ce microcosme finalement de l'équipe de vente qui doit, à mon avis, c'est mon avis, s'étendre à toute la partie après-vente. Parce que sans ça, trop souvent, on a l'expérience, malheureusement, dans le monde automobile, en disant, c'est bon, dès qu'ils veulent vendre des caisses, ils font les pans. Et puis, si je vais à l'atelier, c'est compliqué parce qu'on me redemande mon nom. On dit, mais si, j'ai acheté une voiture il y a 6 mois, tu te rends compte, machin, etc., etc. Et encore, je suis très humble dans ce que je dis, parce que nous, on est passionnés par les clients, et on se dit qu'à un moment donné, ces moments-là, c'est-à-dire qu'il y a 85% du flux d'une concession qui est de la prévente. À un moment donné, il faut quand même qu'on s'en occupe, peut-être différemment, et peut-être avec d'autres profils, d'où le fait que tu vas peut-être avoir, par rapport à ce qu'on disait, des gens qui disent, mais tu sais quoi, moi, l'atelier, c'est pas mon truc. Moi, je suis désolé, moi, je suis là pour revendre, etc. Je vais pas taper la discute pour un truc qui va pas me rapporter tout de suite dans le mois. Voilà. Alors moi, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est que évidemment, donc ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment, c'est que ça va beaucoup reposer sur le manager, enfin sur les managers, parce que pour que le chef de vente fasse ça, il faut que les directeurs de concession, enfin toute la ligne managériale s'agence là-dessus. Quand on avait discuté la première fois, j'avais une image parce que c'était pour moi ma préoccupation. Je pense que j'avais compris qu'il fallait qu'il y ait cette mutation de manière de vendre et donc de manière de rémunérer. J'avais une image, moi que je trouve assez parlante, c'est que je trouvais que les métiers comme les vôtres, ça fonctionnait un peu comme quelqu'un qui a une addiction à une drogue plutôt dure. Pour moi, la prime dans un métier comme le vôtre, c'est comme un shoot. Elle apporte son plaisir, et c'est pas que l'argent, c'est aussi j'ai été bon, la preuve, j'ai fait 10 000 de primes ce mois-ci, ou n'importe quoi peut-être, mais peu importe, en tout cas j'ai une récompense très évidente à mon travail, un peu implacable, la prime que j'ai fait sur le mois. Et il me semblait, moi, que quand on allait devoir arrêter cette prime, ou en tout cas la faire évoluer, on allait vivre un sevrage, qui est la même chose que quand on va arrêter ou faire arrêter une drogue à quelqu'un qui en a besoin. C'est que à moyen long terme, c'est bon pour lui, mais alors à court terme, c'est très 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 désagréable. Comment vous abordez-vous moi je sais que tu es conscient de ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y a un moment entre l'état d'avant et l'état d'après, il y a un moment qui va être assez compliqué, assez désagréable. Cet état de manque là. Comment toi t'aborderais ce moment-là? Comment est-ce que vous abordez ce moment-là qui est inévitable à mon sens? Ok, alors ce moment-là doit être mis en perspective. En gros, on va faire simple. Si on n'a pas de vision de la boîte,
Si à un moment donné, on dit, OK, on va regarder notre problème de demain, mais voilà où on va. Je veux dire, là, quand on parle du management, puisqu'on est en train de se dire ça, c'est décrypter effectivement le chaos, à un moment donné, par rapport à offrir une vision. C'est à peu près ce que tu as fait, là, définir pourquoi aujourd'hui on peut plus continuer comme on fait. Voilà. Et à un moment donné, donc, il faut un peu de jus de cerveau, quand même, pour se dire que dans un monde qui est difficilement prédictible là tout de suite, c'est d'avoir ces agilités-là, donc ces ouvertures de discussion pour que justement, ce qui est anxiogène pour un vendeur est anxiogène pour son manager directement. Bien sûr, tu m'étonnes. Et à un moment donné pour un directeur et à un moment donné pour le codir de VGRF. Moi, ma vision, c'est celle-ci. Et je pense, pour aller dans le parallèle que tu avais avec quelqu'un qui est drogué par ça, suivant j'ai envie de dire la dureté de la drogue, il peut y avoir des prises de conscience rapides et des changements rapides. Mais ça, c'est directement parce que quelque part, nous, on a donné envie. Ouais. On a sollicité finalement, on a stimulé. Et à un moment donné, et je pense que ça peut arriver, en disant, il t'arrive une grosse merde, machin, etc. C'est une prise de conscience que t'as complet. Et plaf, tu te réorientes. Mais tu te réorientes parce qu'il y a une vision. Alors justement, la vision, juste pour nous donner un exemple, et je sais que je te pose pas une question piège, je sais que tu l'as pas complètement, mais qu'est-ce que tu substituerais au modèle de la prime? Ça veut dire, déjà, on va vers un modèle où c'est moins de la prime variable à la vente. Oui, clairement. Et ça veut dire en plus que le vendeur va être dans un écosystème de relations clients. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un expert vraiment technique, de quelqu'un qui va être peut-être le lien ou qui va pouvoir gérer, sait-on jamais, parce qu'il faut sortir du cadre. Je veux dire, c'est vraiment qui pourrait gérer et la prévente et la vente. À quel horizon, comment, dans quelle marque, avec quel IT, parce que tout ça, une fois que t'es dans le concret, t'es bien là-dessus. Mais voilà, il y a des clients qui rêveraient de ça. Et d'ailleurs, sur la relation qu'on a avec nos entreprises, puisque en gros, 40% de nos volumes sont vendus à des entreprises. Alors, 60% c'est vraiment du particulier, comme toi et moi. Mais il y a cette partie d'entreprise. Des flottes, voilà. Donc, c'est-à-dire plusieurs voitures, etc., etc. Et le point numéro 1, c'est que le vendeur, quelque part, l'interlocuteur commercial des entreprises, etc., c'est lui qui est appelé quand il y a une merde. Donc, ça prouve bien que ça doit être modélisant et que demain, de repasser dans une autre moulinette, plutôt effectivement où on a de l'anonymat et compagnie. Donc ça c'est chez nous. Donc je pense qu'à un moment donné, si nous on arrive effectivement à débloquer un peu tous ces éléments-là, on va emmener les clients avec nous, les clients, excuse-moi. Tu vois comme quoi c'est un parallèle. Les collaborateurs, les vendeurs, qui sont nos premiers clients. Alors, et encore une fois, pas que les vendeurs. Imagine les chefs des ventes et tout ça. Ouais, mais imagine que l'atelier se dise, mais c'est vrai que c'est pertinent. Moi, tous les jours, je fais par exemple 13 entrées jour, 12 ou 13 entrées jour. À ton atelier, ouais. Voilà, j'ai 12 ou 13, moi, individuellement, quand je suis réceptionnaire, je vois 12 ou 13 clients. Penses-tu que effectivement, ça peut pas nourrir de futures ventes ou de futures relations commerciales avec moi? Bien sûr que oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une telle pression de court terme qui est aussi organisée par le constructeur, ce qui est vrai. Donc, je suis pas en train de cracher dans la soupe, loin de là. Donc, ces discussions-là qui doivent s'ouvrir et avec le constructeur et avec nous, et avec nos équipes, c'est la clé de tout ça. Et pour répondre à ta question, oui, la partie variable à mon sens, il y a le côté individuel qui est pénible. Parce que finalement, le pas d'après, c'est de se dire, ok, moi, une fois que je suis plus chasseur de primes, je deviens finalement membre d'une équipe. C'est pas tout à fait pareil. Ah bah non. C'est vraiment pas tout à fait pareil. Donc à un moment donné, c'est quelque part, ça c'est Hegel qui disait ça, s'accomplir pour se nier, c'est pas mal comme situation. Donc, s'accomplir pourquoi? S'accomplir en se niant. Ça s'appelle la sursomption. C'est un truc, voilà. Donc, tu pourras regarder, vous pouvez aller sur Google, etc. C'est parce que j'ai été traumatisé par mon prof de philo. Donc, c'est comme ça. C'est bien. Non, mais t'as raison. Il faut. Non, mais voilà, j'en mets un peu. Il faut évacuer les traumatismes. Je ne suis que garagiste de province. D'accord? Donc, non, mais en même temps, voilà, je veux dire, ce qui se passe dans l'équipe de France, je veux dire, l'individualité, finalement, s'annihilie au profit de l'équipe. Bien sûr. Bon, on se fait simple. Si à un moment donné, j'ai une équipe de relations clients, t'as pas fait ça de vendeurs, etc., j'aurais juste gagné. Parce que je vais avoir de la pertinence. Et là, il sera pas question de dire, mais attends, je comprends pas, ma voiture, elle est à tant d'euros par mois, je voudrais 10 balles de moins, etc. Enfin, quel est l'intérêt? Moi, je vais t'expliquer pourquoi effectivement cette solution de mobilité te correspond. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que, en venant chez moi, quand t'as un problème, machin, etc., l'après-vente vient, etc. Alors, bien sûr que c'est facile à dire, difficile à faire. Et pour le faire, il faut mettre les mains dedans. Et il faut le faire avec eux. Le faire avec eux et le faire avec le middle management. Vraiment. Sans ça, on va on va se faire plaisir dans une salle avec des PowerPoints en disant, tiens, au fait, il faudrait peut-être mettre une prime comme ci, une prime comme ça, etc. Ok. Sauf qu'on n'a pas causé. Et là, tu auras le problème de sevrage qui va être très, très compliqué parce que les gens vont pas comprendre pourquoi on est en train de changer le système. Sauf si on a vraiment en amont
participer à l'élaboration de la... Si tout le monde participe, on va éviter ça. À un moment donné... Si on le fait en chambre avec des PowerPoint et non, mais c'est mort. ça va être l'enfer. C'est mort. Et surtout, en plus, pour l'avoir fait dans certaines populations, des fois, tu as les idées qui viennent vraiment des opérations. Bien sûr, non mais attends, tu m'étonnes. On a par exemple fait, alors, je dis moi, excuse-moi, mais c'est notre équipe. On a par exemple commencé par un élément qui consistait à dire, voilà, on fait 50-50 en fixe et en variable, ce qui était une révolution. Ouais. Parce qu'au départ, c'était combien 80-20. 80-20, ok. Oui, donc ça change beaucoup, ouais. Ça change beaucoup. Et on n'a pas perdu les bons vendeurs dont tu parlais, etc. Sauf qu'on disait, ben voilà, si tu veux plus de fixe, tu t'engages sur plus de volume. Quelque part, ça le rendait quelque part acteur, pour faire ton parallèle, acteur de sa thérapie. Ouais. C'est comme quand il t'arrive une merde et machin qui te dit, bah attends, est-ce que je fais de l'homéopathie, est-ce que je fais du truc et machin, bah c'est à toi de choisir. Et quand tu te dis, ok, je choisis ça, et c'est pas quelque part le corps médical qui te dit machin, etc., ben dans ton cas, le drogué va dire attends, moi ce qu'il me faut c'est éventuellement ça. Donc il y a ce discours. Alors ça c'est on co-construit. Non mais c'est hyper intéressant parce qu'on moi je vois bien que ces boîtes là, elles se sont pour moi vous êtes, je dis pas toi personnellement mais vous êtes vraiment drogué à un système c'est vrai qui a fonctionné pendant des années mais qui va nécessiter un sevrage et ce que tu es en train de dire c'est hyper intéressant, c'est de se sevrer ensemble. Et c'est drôle parce que je sors moi de l'exemple de l'automobile, juste te parle 2 minutes de ce qu'on fait chez nous. Moi ça fait 10 ans que je ne rémunère pas mes vendeurs en variable du tout. C'est pas 50-50, c'est 100-0. C'est-à-dire que moi, j'estime que, enfin, il y a un variable dans l'entreprise, mais il est pour tout le monde et il n'est pas lié à la vente, il est lié à la rentabilité. Donc, il est vraiment à l'équipe, etc., etc. Donc, moi, j'ai pas de sevrage. J'ai jamais fait autrement, d'accord Même comme ça, on voit bien que c'est des choses qu'il faut continuer à co-construire. Parce que j'ai eu le cas de quelqu'un qui s'estimait être une très bonne vendeuse et qui avait l'impression que ce système lui était défavorable. Alors même qu'il n'y a pas de sevrage. C'est-à-dire qu'alors même qu'elle n'a pas vécu le système où elle aurait gagné beaucoup plus que ses collègues. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette vision de ce que tu as de la rémunération du futur pour des populations de vendeurs, c'est de garder à l'idée qu'on va le construire avec eux et même l'animer avec eux et regarder avec eux ce qu'on va faire. Et moi, je trouve que quand on fait ça, non seulement on va pas perdre tant que ça des très bons vendeurs, on va en perdre un peu, mais c'est pas très grave. De toute façon, on en perd, donc voilà. Mais en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'adapter petit à petit à un marché, comme tu dis, qui est très difficilement prévisible, donc qui va continuer à changer. Et plus tu vas avoir ce dialogue, plus quand tu vas avoir des changements, tu vas pouvoir dire, bon, on a encore un changement, la part de l'électrique, le machin, le truc, puis vous êtes en devant d'un autre truc, c'est la transition écologique, elle va vous faire des changements énormes, qui n'est pas que l'électrique à mon avis. Et pareil, il faudra en discuter avec votre population, pas que de vente, comme tu dis, que de toute la concession, en fait. Et là où tu dis, enfin, j'insiste vraiment sur le fait que le vendeur est une partie du dispositif. Nous, si à un moment donné, on investit dans des structures physiques pour donner un service à nos clients, c'est que dans toute la vie, finalement, de son client ou de son service, finalement, il est la pertinence de l'interlocuteur. Donc voilà, ça c'est deux, trois minutes de théorie. Mais ceci étant, on est absolument convaincu que un interlocuteur physique proche de nos clients est absolument indispensable et d'ailleurs, est une vraie demande de nos clients. Bien sûr, bien sûr. Les sondes, tout ça. Et là, on est dans un environnement extrêmement urbain puisqu'on est à Paris. Mais ceci étant, d'avoir quelque part un point de service à droite, à gauche, etc., qui soit éventuellement urbain, why not? Ceci étant, on a beaucoup de contraintes d'inertie, de logistique et compagnie parce que la voiture, ça prend de la place, c'est très cher unitairement, donc il y a des vraies contraintes économiques derrière. Mais au-delà de ça, sur la construction de la vision de demain, je suis absolument sûr qu'il faut quelque part qu'on ouvre les débats. Et là, va se poser une autre question. Est-ce que nos managers sont prêts à ça? Parce que je suis désolé, mais quand t'es effectivement super sergent de front, machin, etc., t'es comme ça. Je veux dire, t'as été bon parce que t'étais effectivement super focusé sur le court terme. Et c'est d'ailleurs le système, 1, te donne raison, et 2, t'as les résultats pour ça. Donc, les marques encouragent encore ça. Alors, les marques, en plus, il y a ce côté très court terme, parce que pour faire simple, les usines quand même tournent et crachent les voitures. Donc à un moment donné, on va dire, attends, t'es bien gentil à avoir dans une belle salle à faire des interviews et compagnie, en attendant, les bagnoles, elles arrivent. Là, je les mets où? Voilà, ce qui est à peu près ce qui se passe tout de suite. Mais on doit avoir cette capacité-là, notamment par rapport à notre mission, parce que si on est manager dans ces métiers-là, c'est qu'à un moment donné, on nous a confié le mandat de dire levez un peu la tête, les gars. On va vers où? Donc, ce qui fait que, c'est aussi compliqué que passionnant, pour faire simple. Parce que sinon, on se dirait, tu sais quoi, laisse tomber, c'est plus notre métier. Donc, notre métier, on est absolument sûr, quelque part, qu'on est pertinent.
notre credo Planète Mobilité, c'est-à-dire être le leader responsable de la fourniture de solutions de mobilité, alors ça fait beaucoup de trucs, hein. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que la voiture. Et quand tu dis plutôt de responsable, bien sûr, responsabilité du produit, responsabilité de l'environnement, de la concession, du recyclage des déchets, etc. C'est normal. Pour 2 raisons. Le client, mais pour les gens qui y bossent. Parce que le mec, il dit, OK, t'es chez où? T'es par exemple, tiens, je suis chez Volkswagen Nancy. Ah bah ouais, dis donc, c'est bien. Qu'à un moment donné, on revient sur ce qu'on a dit au début. On fait un vrai marketing relationnel avec notre collaborateur, comme avec notre client. Ce qui fait que notre collaborateur reste avec nous ou que notre client reste avec nous. C'est exactement pareil. De toute façon, vos collaborateurs, ils pourront de moins en moins rentrer chez eux le soir et dire à leurs amis je travaille dans l'automobile si aucune question ne se pose sur la façon dont on vend ce produit-là, qui est un des produits questionnés par rapport au réchauffement climatique notamment. Et c'est évident que, et moi je le vois, c'est marrant, tu vois, on a discuté ici avec Régis, un manager de chez Darty. Darty, tu sais, ils sont en train de passer un modèle où il y a de plus en plus de réparations versus des nouveaux produits, des produits neufs. Et il m'expliquait que avant d'avoir eu un impact sur ses clients, ça a eu un impact sur les salariés. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit, bah nous, on bosse dans une super boîte qui a compris quelle était sa mission. Et sa mission, c'est pas de vendre le plus de produits possible, c'est de faire en sorte que les gens puissent laver leur linge chez eux de façon simple et efficace. Et s'il faut réparer une machine à laver pour faire ça, je remplis aussi bien ma mission que si j'en vends une nouvelle. Et même peut-être mieux, puisqu'en plus, je contribue à ne pas engorger la planète de machines à laver. Et je trouve que ça, c'est... De toute façon, tes salariés, ils vont de plus en plus te demander ça. Mais dès maintenant. Ouais, ils le font déjà. C'est-à-dire que, alors je vais pas revenir sur les managers qui nous regardent savent ça, mais je veux dire, dans un entretien d'embauche, alors non seulement je suis bavard, mais ceci étant, j'ai quand même à 60 ou 70% à expliquer ce pourquoi, effectivement, c'est important de venir chez nous, qu'on a justement ces projets-là, etc., etc. Sinon, je te garantis que les gens, ne cliquent pas sur l'annonce. 2, quand ils viennent à peu près comme ça. Et j'ai eu la chance, je t'en ai parlé, mais d'encadrer 30 étudiants qui étaient pas du tout dans le métier, etc., etc. Et tu te rends compte que si à un moment donné, la notion du sens, tu l'abordes pas en tant que manager et que quelque part, tu l'abordes, c'est une chose, c'est une course de fond. Donc tu l'entretiens. Il faut vraiment l'entretenir parce qu'on l'a dit au début, la vision, elle se... D'une part, elle est polymorphe et d'autre part, en plus, elle est évolutive. Donc, c'est compliqué. Donc, je dis qu'effectivement, avant de perdre des vendeurs, il faut vraiment qu'on se pose la question de notre middle management parce que, voilà, on doit être une équipe solide. Et cette équipe solide, ce sera vraiment, à un moment donné, le bras armé, quelque part, de cette adaptation. Alors, changement, OK. On passe jamais d'une solution A à une solution B d'un coup en disant à partir du 1er janvier, voilà. On passe par A', A second. Mais voilà, et part du test and learn, du retour d'expérience, etc. Mais ça existe depuis tout le temps. Sauf que, culturellement, on dit, tu sais quoi, tout est dans la tête du patron. OK, sauf que... Alors que nous, on le connaît, le patron, et qu'il y a peu de chance. Alors ça, moi, je veux dire, ce sera peut-être coupé, ça, non? Je sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. Non, mais blague à part, évidemment, ça peut pas être dans la tête d'une seule personne, c'est trop compliqué. Parce que c'est trop complexe aujourd'hui. Autant dans une espèce d'îlot hiérarchique dans lequel il y avait une petite complexité qu'on pouvait gérer, effectivement, dans une tête, OK, pas de problème. Puis culturellement, le patron a toujours raison. Culturellement, on a quand même toute cette génération qui disait attends, tu parles pas, tu dis pas non à ton patron, etc., etc. On a commencé à en faire partie, notre génération, puis là maintenant c'est de dire attends, dis-moi le sens de ce que tu es en train de faire et peut-être que j'ouvrirai une oreille. En gros, on a à peu près ça. Et quelque part, comme dans le marketing relationnel, c'est vraiment un fil rouge. Je veux dire, le consommateur est devenu très sachant et volatile parce qu'il sait. Donc il faut être plus en plus pertinent. Collaborateur. Pareil, je veux dire, aller bosser chez Volkswagen ou tiens, tu parlais chez Renault machin, ou chez Darty ou chez peu importe, mais il va dire là je m'y retrouve bien dans cette boîte. Mais ou je m'y retrouve pas. Et à ce moment-là, il va pas avoir envie d'y aller. Et puis en ce moment-là, là aujourd'hui, moi à mon époque quand j'avais mon CDI, c'était c'était le Graal quoi. C'est comme passer ton permis à l'époque, c'était ça y est, c'est ma liberté. Là aujourd'hui même le rapport du permis aux jeunes, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que le fait de se projeter très longtemps dans une boîte qui quelque part structure la pensée de nos managers actuels et j'en fais partie, rend le problème quand même difficile. Enfin, je veux dire, on a une vision quand même biaisée de la réalité. Parce que oui, nos collaborateurs sont capables au bout d'un an de partir, au bout d'un an, au bout de 2 ans, même en province, même machin, et de changer complètement. J'ai encore l'exemple de quelqu'un qui justement est passé chez Leroy Merlin, par exemple. Oui, rien à voir. Rien à voir, oui et non.
Oui, enfin je veux dire, il vend pas, il a changé d'entreprise et il vend pas dans une. Il a pas été chez Renault justement. Non, mais sauf que il y a quand même une composante technique dans ce qu'il va faire. Il est en relation avec la clientèle, il est dans une équipe, donc il est dans une grande entreprise rassurante. Voilà, donc il y a quand même Ceci étant, on passe quand même de la bagnole au bricolage et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est deux trucs différents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, je pense que vraiment il faut commencer à choyer. Et alors choyer, ça veut pas dire oui à tout, mais à donner le micro à notre middle management. Voilà. Et alors justement, je voudrais revenir sur un truc, je sais pas dans quelle mesure tu veux partager les conclusions de ça, mais juste qu'on en parle 2 minutes. Toi, tu as aussi donné le micro, tu parlais à des étudiants, donc sur Nancy, je crois que c'est des ingénieurs, des étudiants en art et des étudiants en commerce, pour réfléchir sur la concession de demain. J'imagine que t'as pas forcément envie de nous donner tous les éléments, mais qu'est-ce qui t'a surpris? Tu as eu les retours de ces étudiants. Oui. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus et que tu as envie de partager avec nous sur la façon dont ils abordent cette question de la concession, donc de votre métier de demain? Bon, je vais commencer par quelque chose de très personnel. J'ai été extrêmement surpris qu'un sujet comme ça mobilise tellement d'énergie. Parce qu'on était tellement, et tu l'as dit, ouais, mais l'automobile, voilà, c'est quand même polluant, c'est quand même machin, etc. Alors que, et même moi, je me conditionnais en disant, par exemple, allez, je suis dans l'automobile, tout de suite vouloir expliquer le côté un peu culpabilisant, etc., etc. Et finalement, le fait de passer sur le concept de la mobilité et du rapport avec les gens, puisque c'était ça dont il se parlait, a vraiment fédéré les gens. Et en plus d'horizons différents, quelqu'un était plutôt avec des composantes techniques, scientifiques, mathématiques, et puis d'autres avec des artistes, des artistes, etc. Voilà, donc ça c'était très rassurant. Moi je suis ressorti de là en disant, mais punaise, il y a une pertinence du sujet. Et on n'est pas en train de faire un truc sous soins palliatifs, quoi. On va débrancher un jour. Voilà. Et ce qui ça c'est super, c'est super encourageant. Donc ça, si tu veux, je suis reparti vraiment gonflé. Et ça c'est ce qu'ils m'ont apporté. Le côté étonnant, enfin pas étonnant, rassurant aussi, c'est que oui, ils veulent un commerçant local proche de chez eux. Quelqu'un en vrai, Quelqu'un en vrai. Et il y a eu certains qui ont eu peut-être ce biais des fois qu'on a quand on est dans les études en disant bah tiens, il suffit de faire un outil et l'outil finalement fera la problématique. Et ils sont vraiment arrivés sur le fait de dire ouais, il faut quand même qu'on construise quelque chose qui est proche de chez nous. Alors pourquoi proche? Parce que moins de trajets, parce que tout ça. Donc il y a quand même toute cette résonance climatique dont tu parlais, alors, qui est très présente. C'est-à-dire, là, à un moment donné, le fait d'avoir des éco-constructions sur nos concessions, d'avoir une pertinence sur ce qu'on raconte sur les voitures, sur le fait d'avoir le multimodal, parce que je veux peut-être, alors le grand truc qui est facile à dire, compliqué à faire, je veux une petite voiture le week-end et peut-être la semaine et le week-end. Une grosse pour partir en vacances, voilà. Par exemple. Pour faire mais pas que, parce que peut-être que je partirai en vacances différemment. Bref, ils ont vraiment abordé ce sujet-là sur le domaine de la mobilité, qui de temps à autre, nous on dit mobilité, on se cache derrière, on dit bah comme ça il y a un peu de tout. Ouais, mais concrètement c'est quoi? Scooter, trottinette, machin. Oui, mais comment? Il peut peut-être y avoir effectivement des échoppes en ville, peut-être y avoir des trucs, peut-être avoir un système avec un entrepôt délocalisé. Donc il y avait toute cette réflexion-là qui très concrète du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois que les étudiants, ils vont vraiment chercher des solutions concrètes. Elles sont plus ou moins faisables, on verra. Mais en tout cas, il y a vraiment une recherche de concret, de réel. Moi, je leur ai dit, c'est pas de la science-fiction. Non, je leur ai dit, ne mettez pas des contraintes actuelles de budget, de machin, de tout. Voilà, essayez de sortir du cadre. Alors bien sûr, on les a coachés, on faisait un point à peu près tous les jours par mail ou par téléphone, etc. Mais bon, ils ont eu une appropriation de ce sujet-là qui a fait que pour être concret, oui, on a des tas de pistes quelque part qui, ça c'est ma stat, 80% elles sont déjà engagées chez nous. Mais les 20% elles te titillent quand même. Parce que dire, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Tiens, c'est vrai. Tiens, où j'avais pas vu l'angle comme ça. D'où le fait que ce que je dis depuis le début, si quelqu'un est allé à ce moment-là de la vidéo, donc vraiment bravo. Donc donc voilà, donc c'est de dire que cette fameuse co-construction, je veux dire pourquoi est-ce que des étudiants diraient des choses intelligentes et peut-être que nos middle management actuels ne le feraient pas. C'est complètement con. Et en plus, ça revient parce qu'on est maintenant dans une génération, enfin c'est mon cas, où j'ai des ados à la maison et compagnie. Donc, t'es aussi jugé par la pertinence de ce que tu fais, même chez toi. En disant, mais attends, t'es concessionnaire, tu fais des bagnoles, tu fais machin, etc. Donc, finalement, même le middle manager qui est là avec nous, il sent tout ce qui se passe autour de lui. Il sent aussi le fait qu'au premier week-end, quand il est avec des amis, il dit, ah, attends, t'es encore dans l'automobile? Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que tu fais, machin? Il a besoin de ce matériau. Donc, c'est une opportunité pour nous
quelque part, de fédérer les gens tout en construisant l'avenir. Alors là, Non, mais c'est extraordinaire parce qu'on part de la question de la rémunération et du management des vendeurs pour se dire finalement, pour accompagner la transformation de ce problème-là, parce que c'est un problème aujourd'hui, la meilleure solution, c'est d'inventer l'avenir en collectif. C'est quand même assez chouette en fait comme conclusion. Mais oui, mais bon, je veux dire, c'est comme si tu veux changer ton canapé qui est là. Tu dis, mais attends, est-ce qu'on ferait pas la peinture? Ah oui. Oui, parce qu'il faut que tu le changes. Donc, est-ce qu'on ferait pas la peinture? Est-ce qu'on ferait pas Il est vendeur, hein? Non, mais alors par contre, donc ceci étant, après tu te dis, ben là, peut-être qu'en le mettant dans j'ai un autre éclairage, peut-être que je le verrai plus sombre, plus foncé. Ben, peut-être que c'est le tapis qui le met en valeur, peut-être que c'est la table. Éventuellement, sur un catalogue, tu aurais vu que ce canapé-là, tu dis, il est vachement bien, tu l'installes, tu dis, bah finalement non. Finalement, ce qui va pas, c'est le mur, etc. Donc, dans une boîte, je suis à peu près sûr de ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'à la fin, dans l'exemple du canapé et dans l'exemple du sens, on va quelque part chercher l'émotionnel des gens. Donc le sens. Parce qu'à un moment donné, voilà, tu me l'as pas posé, mais je dis souvent ça, mais je veux dire, manager, c'est donner envie. Donner envie, c'est que tu t'es connecté aux gens. Et pour te connecter aux gens, bon, bah, il faut que tu aies les capteurs, tu aies la sensibilité. Et puis, il faut à un moment donné, il faut tester les trucs. Je veux dire, le meilleur vendeur chez nous, c'est celui qui pose le plus de questions. C'est celui qui pose le plus, enfin, là, l'écoute active, le machin, ok. Et pour faire simple, il a sédimenté son expérience de toutes ses ventes d'avant. Il dit attends, je vais pas me faire avoir parce qu'à la livraison il y aura ceci, il y aura cela. Donc il pose des paf les bonnes questions. Et quand ça match, il dit bah, attends, moi il me fait confiance. Tout ça pour dire qu'effectivement on est parti du système de rémunération des vendeurs pour arriver sur ton canapé. Bon, ceci étant, pourquoi pas? Il était là depuis le début. Hein, donc, oui, mais en même temps, tu vois, il était là depuis le début, comme les vendeurs sont là depuis le début, mais peut-être qu'il y a moyen de les. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que quand on va parler de modernité, c'est parfois quand on parle d'automobile et de modernité, les gens ont la tête Tesla directement. Et en fait, moi, j'en doute parce que, en tout cas sur leur système de distribution, parce qu'on voit bien que d'ailleurs les plaintes qu'il y a sur Tesla, c'est l'absence de proximité quand on a des problèmes après-vente. Moi, j'ai quand même l'impression que, et je sais pas que Tesla, mais pour moi, c'est une illusion de penser que la modernité, c'est l'absence de relation. Peut-être dans les automobiles Tesla, je ne sais pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, sur la relation, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'avenir, il y a quand même de la relation aussi. En tout cas, y compris en management. Si on parle effectivement du travail que j'ai fait avec les étudiants, de tout ce qu'on sent, etc., complètement. Maintenant. C'est rassurant d'ailleurs. Ouais, maintenant Tesla, franchement chapeau, ils ont disrupté le marché, ils ont fait tout ça, etc. Pas de souci. Sauf que bah, dans ce métier qui est complexe, qui découvre en fait le métier qu'on connaît, et sur lesquels on n'a peut-être pas été allé assez vite sur certaines techniques. Ok. Déjà la qualité du produit. 2, effectivement, le fait qu'ils nous ont dit attendez les gars, si vous pensez pas votre réseau de recharge, c'est quand même compliqué. Ok. Et pareil, dans notre ancien schéma, c'était peut-être pas dans notre métier. Faux. C'est le métier de la mobilité. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on le fasse. Métier. Donc, le fait d'avoir des bornes, quelque part des superchargeurs dans nos concessions, libres d'accès, c'est une partie du réseau. C'est une partie de la réponse. Et enfin, Tesla, et tu as complètement raison, Tesla investit dans des centres de proximité. Et aujourd'hui, pour dire, alors en plus, ils essayent de débaucher nos techniciens chez nous, etc. Ok. Mais ce que je veux dire, au-delà de tout ça, c'est de la concurrence. Au-delà de tout ça, si vraiment tout Tesla qui dit en disant attends les concessions c'est has-been, ça sert à rien, je veux dire, ils seraient pas en train de faire cette démarche-là. Donc oui, on a une fenêtre de tir. De la même manière que c'est comme si on disait bah tiens finalement l'immobilier se fait sans agent immobilier. Ben non. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné on a acheté alors sauf peut-être un exemple de mais non, mais ça existe un petit peu. Il y a Le Bon Coin, ça existe un petit peu, mais ça existe un petit peu. Ouais, ça existe un petit peu. Sauf que tu vas physiquement dans l'appart. Jamais tu fais une visite virtuelle et tu cliques. Non. Et t'envoies ça à bam. et t'envoies ça à ton notaire. Au fait, j'ai pris le truc. Non, jamais. Non, d'accord. Donc parce que tu rentres dans la vie des gens. La voiture, si tu fais bien ton métier, tu rentres dans la vie des gens. T'as besoin de quoi comme mobilité? Quand tu dis t'as besoin de quoi, tout de suite, notre client va dire pourquoi. Ouais. Mais c'est comme on parlait de Darty, les gens n'achètent pas leur machine à laver toutes sur internet. Ils ont besoin de la voir, ils ont besoin de discuter avec le vendeur, ils ont besoin que le vendeur leur dise bah tiens celle-ci elle fait ça, celle-ci elle fait ça. Et là le processus de réflexion il passe par la relation et et quand le prix ne sera quelque chose entre guillemets de régulé par le constructeur, bah il y aura plus de débat. Ouais. Il n'y aura que le débat de l'usage et donc de la relation qu'on va avoir et c'est très important. Voilà, donc on va vers là. Donc pour répondre en fait à ta question de comment est-ce qu'il faut qu'on évolue, comment va évoluer le système de rémunération, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il change et qu'à un moment donné, les profils qu'on doit avoir sur le dispositif de traitement du client doit absolument évoluer. Et je sais que certains de mes collègues me diront ah là là, putain, pas demain, parce que bon, effectivement, si je perds celui-là, j'ai 2 mois dans le sac. C'est vrai.
Donc ça, à un moment donné, il faut le co-construire. Il faut le prévoir, il faut le co-construire, peut-être avec des sites pilotes, etc. Ce qu'on a globalement commencé à faire, etc. Une manière de le faire. Donc voilà, pour ça. Ok, cool. Bah, écoute, on pourrait parler des heures de plein d'autres sujets. Juste avant de mettre un terme à cette discussion, j'ai l'habitude de poser une toute petite question toute simple. On sort de la partie REM. Mais toi, si tu as un jeune manager qui prend son premier poste de management, qu'est-ce que tu donnes comme conseil, toi qui manage maintenant depuis quelques années? C'est quoi le truc le plus important pour toi? Je vais leur donner le fameux proverbe chinois que un de mes premiers managers m'avait donné et qui est toujours vrai, qui dit voilà, il y a 3 façons de connaître un poisson. Hein. Soit on le prend, on le décortique, machin, ok, voilà, on voit comment il est. La façon 2, c'est on est derrière l'aquarium. Et puis la meilleure façon, c'est de nager avec eux. Donc nage avec ton équipe. Connecte-toi avec ton équipe. Vis avec eux. À un moment donné, il faut sortir, bien sûr, du bain. Regarde, mais tu les as connus, tu sais comment ils sont, tu sais ce qui se passe de l'intérieur. Moi, quand j'ai fait, effectivement, je dis moi, excusez-moi, mais bon, c'est vrai, quand j'étais effectivement chef des ventes, où j'avais jamais vendu une bagnole, tous les gens m'attendaient pour que je vende une bagnole. Donc le premier week-end de Porte Ouverte, j'ai vendu 3 voitures, moi-même. Et alors, c'est le côté un peu à l'ancienne, à l'artisanal, etc. Mais ceci étant, si on met en lumière... Tu t'es frotté au truc, ouais. Il faut... Sinon, à un moment donné, tu as des managers qui ont plus les manettes. Ils ont les manettes, mais elles sont plus câblées. Donc, ils peuvent les actionner. Il ne marchera jamais rien. Donc voilà, connecte-toi avec ton équipe. Et après, si c'est mon manager, et ça, c'est mon engagement, en disant, voilà, moi, il faut que je te sorte du bassin toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et il faut qu'on regarde. Voilà. Parce que c'est le rapport du coach au champion. Je veux dire, voilà, le Mbappé, il est bien effectivement sur le terrain. Il faut qu'il le fasse. Par contre, effectivement, l'intelligence du collectif d'un Deschamps, ok. C'est quelqu'un qui le fait. Et mais Deschamps, il a nagé avec les copains. Plus et il a nagé. Ouais. Alors, avec moins de talent qu'Mbappé d'ailleurs, mais c'est pas le problème. Ceci étant, mais ça l'aide à comprendre la réalité de ce qui se passe. Donc voilà, donc nous on est quand même avant tout des managers opérationnels parce qu'on est quand même gestionnaire de centre de profit. Et je pense que c'est par là que tu peux être légitime pour justement ce qu'on a dit, apporter du sens. Conduire le changement, etc. Oui, il est co-construire, etc. Oui, parce que tu vas, c'est pas en étant dans l'hôtel du coin avec des PowerPoint, et là, tiens, tout d'un coup, il nous réunit. Tiens, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. Ah non, mais c'est clair. Voilà. Moi, j'avais un problème de la livraison de Madame Michu, personne machin, l'autre, il m'a pas répondu sur un truc. Enfin, je fais pas la liste des écueils quelque part qu'on peut avoir là-dessus. Non, mais nager avec eux, je trouve que c'est un bon conseil, facile à comprendre. Ok. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des réactions, des commentaires, des questions à nous poser, mettez-les en commentaire. Merci beaucoup Franck. Donc c'est Franck Hilper. Est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur LinkedIn? Tu dois avoir oui. Voilà, si vous voulez aller en savoir plus sur Franck, c'est Franck Hilper, aujourd'hui chez VGRF. Et donc allez voir sur LinkedIn son profil. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau Le Faire en Vrai.